Alors Anne-Catherine Husson-Traoré est avec nous, directrice générale de Novetic. Alors Novetic, expert de la finance durable, c'est une filiale du groupe Caisse des dépôts. Alors aussi bien média sur le développement durable, centre de recherche également qui permet d'éclairer les prises de décision de l'un ou de l'autre. Joël Proin est avec nous, directeur du pôle gestion des portefeuilles Caisse des dépôts. Je vais commencer avec vous, Anne-Catherine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on entend par engagement actionnarial quand on parle de politique climatique d'un acteur financier? Parce que là, la parole maintenant est aux investisseurs. Alors, ça a été un peu évoqué juste avant, la question en fait de l'engagement qui est quand même nouveau. Hein. Tout date de 2015, donc on n'est jamais qu'en 2020. Donc en 5 ans, on a eu une éclosion absolument sans précédent de l'idée que résumait très bien Benoît, que effectivement la finance n'était pas neutre, c'est-à-dire dans une position de dire c'est pas nous qui décidons du modèle économique, mais on doit impulser et jouer un rôle pour transformer ce modèle économique et l'aligner sur les objectifs. C'est une révolution dont on ne mesure pas forcément l'ampleur, mais qui est colossale. Pourquoi révolution Parce que l'idée, c'est finalement, normalement, les financiers sont des suiveurs. Ah oui. En fait, des suiveurs de talent, bien évidemment, mais des suiveurs. Alors que là, ils ont pris le lead et l'engagement actionnarial est tout à fait ça. Ils font pression sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils font pression sur l'entreprise. Imaginez qu'on a tous en tête l'idée que l'actionnaire est là pour demander des dividendes. Et là, il arrive en disant c'est mon sujet, mais mon vrai sujet, c'est quel est votre modèle économique? J'ai identifié des risques qui vont vraiment être très très importants pour vous. Ces risques peuvent être physiques. On parlait des inondations, ce genre de choses, donc ils peuvent détruire des usines. Donc qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir ce risque? Est-ce que vous déplacez vos usines, etc. Est-ce que ce risque peut être de dévalorisation? Alors c'est un sujet particulièrement prégnant pour les énergies fossiles, puisque évidemment il n'y a pas si longtemps que ça, les grandes compagnies pétrolières étaient les valeurs phares des indices. Exxon s'est fait sortir assez manu militari. Du Dow Jones, voilà. bien sûr. On voit bien qu'il y a un changement de valeur. Donc ça a une conséquence très directe pour des investisseurs qui ont évidemment un pourcentage assez important, vu leur exposition aux grands indices, de ce genre de valeur. Donc comment ils anticipent? Ils viennent dire non, finalement, je pense que ce modèle tout pétrole n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Une rupture, totalement. Oui, et puis une rupture, j'allais dire, du pacte qui consiste à dire, vous êtes là pour me donner de l'argent, je le fais prospérer et je vous rends cet argent. Donc l'engagement actionnarial qui a pris une ampleur lui aussi très forte. Alors le signal fort auquel on reconnaît la force de cet engagement, parce que certains investisseurs sont contents de poser des questions. Ceux qui font de l'engagement, ils demandent une autre réponse quand la réponse ne les satisfait pas. Et en fait, cet engagement s'est matérialisé sur le climat avec le lancement d'une coalition dont la Caisse des dépôts est membre, qui s'appelle le Climate Action 100+, qui a été lancé au One Planet Summit, en bon français, mais tout ça était à Paris, au One Planet Summit en décembre 2017, et qui consiste à rassembler les plus grands investisseurs mondiaux, puisqu'il y a plus de 400 investisseurs qui pèsent ensemble, je crois, plus de 40 000 milliards de dollars, dont BlackRock et la Caisse des dépôts. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de cibler les 100 plus gros émetteurs mondiaux, dont la liste est publiée sur le site. Donc on est bien en train de dire, voilà, la source du problème, ce sont ces entreprises-là, et on se donne 5 ans pour leur faire réduire drastiquement leurs émissions. Une entreprise française très connue qui s'appelle Total l'a expérimenté, puisque, en gros, il faut savoir que les signataires de Climate Action 100+, c'est un quart des actionnaires de Total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Total? Eh ben, c'est très intéressant parce que justement, le patron de Total, fin 2019, commence à faire des déclarations tonitruantes du style la transition énergétique, je ne verrai pas ça de mon vivant. Je rappelle qu'il est né en 63, donc il n'est pas complètement au bord de la disparition. Et donc, il commence à dire ça, dire bon, en gros, ce que veulent les actionnaires, c'est des gros dividendes. J'ai les moyens de leur verser un gros dividende, donc on va y aller à la transition, mais tranquillement. Et puis, les signataires de Climate Action 100+ disent ah bah non. C'est pas tout à fait le scénario de long terme dont on a besoin, anticipant sur ce qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu, d'ailleurs, avec la crise du Covid et l'effondrement du prix du pétrole. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, on ne pouvait pas dire qu'on attendait une disparition future de Patrick Pouyanné pour faire la transition, il fallait la faire ici et maintenant, et donc à la fois rendre compte, dans le cadre de son Assemblée générale, d'un scénario climat aligné sur l'accord de Paris qui, effectivement, suppose une transition extrêmement forte du modèle économique de Total. Et donc, c'est vraiment un marqueur fort de la façon dont l'engagement actionnarial est là pour transformer les entreprises. J'ai encore plein de questions à vous poser dans un instant. Juste, Joël Proin, vous, qu'est-ce que vous faites
concrètement en matière d'engagement actionnarial? Que fait la gestion des actifs dans le domaine? Comment est-ce que vous travaillez? Racontez-nous un peu. Alors je rebondis sur ce que Olivier a dit il y a un instant. C'est vrai que pour nous, il serait facile de nous donner bonne conscience à peu de frais en sortant complètement de 5 ou 6 entreprises dans lesquelles nous sommes investis sur le portefeuille d'à peu près 120 grandes valeurs européennes que nous avons. Et nous baisserions drastiquement notre empreinte carbone ce faisant, mais finalement, comme le disait Benoît, ça n'aurait pas d'effet sur l'économie réelle. Et ce qui est intéressant à la Caisse des dépôts, comme d'ailleurs c'est totalement partagé avec tous les participants de la Net Zero Asset Owner Alliance, c'est que nous voulons avoir un effet sur l'économie réelle. Et donc, plutôt que d'exclure, ce que nous faisons, mais de façon très limitée et très ciblée, nous préférons engager. Et donc, nous trouvons que rester dans les entreprises, les rencontrer et avoir un engagement suivi, régulier, cohérent, eh bien, est le meilleur moyen pour un investisseur institutionnel d'avoir un effet du dialogue, voilà. À la base. Pédagogie. Voilà. Donc voilà le pourquoi de l'engagement et pourquoi nous mettons l'engagement comme notre mode privilégié d'action en tant qu'investisseur institutionnel par rapport à du désinvestissement ou par rapport à ne sélectionner finalement que les premiers de la classe et se contenter pour avoir, par exemple dans les énergéticiens, d'avoir que ceux qui n'ont que des fermes solaires ou des fermes éoliennes. Donc là, nous préférons être au cœur de l'économie et engager. Alors, nous avons une position privilégiée pour engager parce que, comme cela a été rappelé déjà, nous sommes un investisseur long terme présent au capital des sociétés et qui avons historiquement établi un dialogue de qualité avec le management de ces entreprises. Alors, tu disais que le changement a eu lieu depuis 2015. Je dois dire que ce dialogue régulier que nous avons avec les entreprises date pour la Caisse des dépôts bien avant 2015, même s'il y a eu des changements récents. Et c'est certain que par contre, depuis 2015, les sujets climat sont remontés dans l'agenda plus haut qu'ils n'étaient avant, ça c'est certain. Mais nous avons une tradition, entre guillemets, d'engagement. Cet engagement, comment le faisons-nous? Nous le faisons d'abord surtout en direct. Pourquoi? Parce que la Caisse des dépôts gère 95% de ses actifs en direct par rapport à d'autres asset managers, d'autres asset owners, donc investisseurs institutionnels qui délèguent à des asset managers. Et donc là, l'engagement sera aussi dans une grande partie délégué à l'asset manager. Nous avons les actifs en direct, nous les gérons en direct, donc nous faisons un engagement en direct vis-à-vis des sociétés. Et cet engagement en direct, je dirais, il a deux grandes phases. Il a une phase qui est presque contractuelle, qui sont les votes que nous portons aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Et donc là, nous avons en interne la capacité d'analyser toutes les résolutions qui sont portées par une entreprise à son assemblée générale. Et donc, selon les principes de notre guide de vote, qui ont été d'ailleurs rendus publics l'an dernier, eh bien, nous examinons toutes les résolutions et nous votons, oui, non, abstention, suivant les cas, en regardant vraiment la substance qu'il y a derrière. Il vous arrive souvent de voter non? Alors ça nous arrive dans presque 20% des cas, c'est quand même pas négligeable. Alors pas simplement sur les sujets climatiques qui nous occupent ce matin, mais aussi sur d'autres sujets. Mais très intéressant par rapport à cet engagement actionnarial lié donc à l'Assemblée générale, c'est que nous avons aussi un dialogue avant l'Assemblée générale avec les entreprises. C'est-à-dire que nous discutons ex ante avec elles des résolutions qu'elles vont porter à l'Assemblée générale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un renversement ces dernières années, c'est-à-dire qu'auparavant, c'est nous qui les sollicitions en disant « Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous allez mettre à l'Assemblée générale ?» Et maintenant, c'est l'inverse, c'est elles qui nous appellent en nous disant « S'il vous plaît, Caisse des dépôts, ça nous intéresse d'avoir votre avis sur tel ou tel ou tel point que nous pensons mettre à l'Assemblée générale. » Et je discutais hier avec la responsable qui est dans mon équipe, suit ce sujet, elle me disait qu'elle était un peu submergée d'appels. Donc, c'est bon signe dans un sens. Ça vous rend hommage quelque part, voilà. Qui est ce renversement. Alors ça, je dirais que c'est la première voie d'engagement, je dirais un peu institutionnelle. Mais nous avons une deuxième voie d'engagement qui, elle, est nourrie en continu, et pas simplement au moment phare que constitue l'Assemblée générale, qui est nourrie du dialogue que nous avons en continu entre les gérants, en particulier les gérants actions de nos équipes, et puis le management des sociétés, directeur général, PDG, CEO, CFO, en bon français, directeur financier, etc. Pas simplement les gens spécialisés sur ces sujets d'investissement responsable ou le responsable RSE de l'entreprise avec qui nous discutons aussi, mais pas que. On porte ces sujets
aussi à haut niveau. Et là, moi, ça fait 9 ans que je suis à la Caisse des dépôts, j'ai vu une évolution très importante. C'est-à-dire qu'auparavant, ces sujets d'investissement responsable au sens large, et donc plus précisément climatique, étaient vus un peu en fin de réunion, presque quand on raccompagnait à l'ascenseur. Tandis que là, maintenant, il y a de nombreux one-one, comme on dit en bon français, donc de réunions bilatérales, Caisse des dépôts, entreprises, donc en petits groupes, on est parfois 4 ou 5. Priorité, voilà. Et on aborde ce sujet en début de réunion. Ouais, et au lieu de n'y consacrer que 5 ou 10 minutes, parfois, cela constitue l'essentiel de la réunion. On parlait d'une grande entreprise française. Nous avons eu une réunion récemment qui a été consacrée sur les sujets d'investissement responsable au sens large. On y a consacré les 2/3 de la réunion. Et avec un répondant de la part des entreprises qui est d'une qualité qui a énormément progressé. Et donc ça, c'est très encourageant. Et c'est très encourageant aussi pour la Caisse des dépôts. Pourquoi ? Parce que les entreprises reconnaissent que nous ne faisons pas de greenwashing ou de ISR washing sur le sujet et que le dialogue que nous portons avec elles, c'est un dialogue qui se veut de qualité sur le fond, qui se veut aussi un dialogue raisonnable. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'on ne peut pas renverser la table, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un coup d'un seul. Vous n'avez pas le rôle du flic, enfin, entre guillemets, bien entendu. Et nous ne voulons pas être les ayatollahs de ces sujets-là, mais nous voulons quand même être des investisseurs exigeants dans la durée, et c'est ce que nous essayons d'être. Juste un mot, Anne-Catherine, je vous redonne la parole, mais vous participez à cette initiative qu'évoquait Anne-Catherine il y a un instant, le Climate Action for 100+. Comment est-ce que vous travaillez? Quels résultats, justement? Alors, Climate Action 100+ est très intéressant parce qu'il nous permet d'avoir l'accès avec des entreprises où soit nous sommes peu investis, par exemple la Caisse des dépôts n'a pas un gros portefeuille d'actions américaines, oui. Donc notre crédibilité vis-à-vis d'un PDG d'un grand groupe américain n'est pas du tout la même que celle que nous avons vis-à-vis d'un grand groupe français. Et donc, se grouper en coalition avec des gens comme CalPERS ou BlackRock, qui aux États-Unis, eux, pèsent beaucoup plus, eh bien, c'est beaucoup plus efficace pour nous. Donc c'est effectivement pour nous un moyen complémentaire d'action, mais qui ne nous dédouane pas de nos efforts directs. Et ça, pour nous, nous voyons vraiment ça complémentaire. Et c'est vrai que c'est très bien quand, par exemple, celui qui a le lead de l'engagement vis-à-vis de Exxon, pour prendre aussi un mauvais élève de la classe, eh bien, c'est que l'investisseur qui a l'engagement, qui sera un investisseur américain, c'est que derrière lui, il a 4 000 milliards, dont les quelques millions de la Caisse des dépôts investis sur le marché américain. Eh bien, ça donne un poids qui est quand même considérablement une crédibilité, une crédibilité plus importante. Et dans le cadre de l'AOA, donc de la Net Zero Asset Owner Alliance dont Olivier parlait, nous nous coordonnons le plus possible justement avec cette initiative Climate Action 100+, pour avoir une cohérence d'action qui soit la plus grande possible. Totalement. Anne-Catherine Husson-Traoré, donc directrice générale de Novetic, on revient sur le rôle de l'actionnaire. Un actionnaire, il veut de la rentabilité. Quelle rentabilité ? Quelle durée ? Quelle durabilité des investissements ? Est-ce que performance durable et performance financière, ça va toujours de pair? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet actionnaire, justement, qui se pose ce type de questions? Alors ça va, j'allais dire, d'autant plus de pair vu la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est à la nanoseconde et un hedge fund, je vais pas vous expliquer, c'est forcément une source de surperformance. En revanche, si on est un actionnaire entre guillemets normal, sur des horizons qui sont même pas le long terme, c'est 5 ans, hein, donc, dans ce genre de milieu. Donc on est bien sur l'idée que, et on a parlé beaucoup climat et finance verte qui est déjà le sujet, mais si on fait un schéma coloré, il y a évidemment le vert et le marron, pétrole, mais entre les deux, il y a tout le gris. En fait, tout le gris, c'est toute l'économie telle qu'elle est, avec énormément de secteurs, et que ce soit pour des objectifs climatiques ou, Benoît l'évoquait, de façon plus globale, un monde soutenable, c'est-à-dire qui tient compte des limites planétaires que nous avons touchées, hein, que ce soit sur la biodiversité ou d'autres sujets, on est à la limite. Donc normalement, et ça c'est un vrai sujet de performance, pour continuer à obtenir de la performance économique et financière, il faut juste que ce soit vivable, donc durable, donc soutenable. Et donc c'est vrai que là-dessus, alors on a le business model le plus développé aujourd'hui et le plus clair et le plus objectivable sur le secteur énergétique, puisque effectivement dès l'accord de Paris, il a été clair qu'un certain modèle fossile n'était pas compatible avec cet objectif. Donc la machine s'est enclenchée.
avec tout ce qu'on vient de décrire. En revanche, sur les autres secteurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que effectivement, aujourd'hui, et c'est un des grands freins, on a des dirigeants d'entreprises qui souvent considèrent que leur modèle va tenir la route et parce qu'ils le font depuis 20-30 ans et qu'ils ont dégagé des bénéfices, etc. Et en fait, il y a un retournement petit à petit, parce que le crise du Covid a quand même rayé de la carte pratiquement des secteurs entiers, et en tout cas un certain nombre d'entreprises. Et donc, du coup, l'idée que ces modèles ne sont pas résilients devient objective. Et donc là, ce qu'apporte tout ce qu'on appelle le ESG, c'est-à-dire non seulement la façon dont on analysait la trajectoire climat d'une entreprise, mais aussi, évidemment, d'articuler les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce que fait, comme l'évoquait Joël, la Caisse depuis très longtemps, mais avec ce phénomène d'accélération, permet de comprendre où sont les facteurs de résilience et effectivement comment les business models, les stratégies, les trajectoires que prennent les entreprises sont en fait durables et soutenables. En anglais, il y a beaucoup d'anglicisme dans tout ce secteur, puisque en fait, il y a beaucoup de concepts plus anglo-saxons. Et en anglais, on dit sustainability, qui vraiment veut dire à la fois soutenable et durable. Dernier exemple concret, L'Oréal, par exemple, est une entreprise qui a lancé, il y a quelques mois, très récemment, un plan qui tient compte, qui a une stratégie de transformation globale. On parle de L'Oréal, donc vous imaginez la taille du groupe, qui est une stratégie de transformation globale sur la façon dont il produit, commercialise, et dans un horizon qui a 5 ou 20 ans, pour tenir compte des limites planétaires. Toute la stratégie est accessible en ligne. Vous imaginez la révolution qui est pour un groupe de cette taille-là, l'idée de se dire on va complètement changer notre modèle économique. Prenons un exemple très concret, par exemple les bouteilles de shampoing que vous achetez aujourd'hui comme ça. L'idée c'est que non, vous aurez une bouteille de shampoing et vous la rechargez. Donc c'est une révolution qui implique la production et le consommateur final. Et puis la logistique. Et à horizon 2025, bien sûr, donc demain. Passionnant, ouais. De plus en plus, on le voit chez Sephora aussi, un système aussi de refueling aussi, de consignes aussi. On voit tous les grands géants mondiaux, que ce soit de la beauté ou du retail, comme Sephora qui le fait. Juste, on en parlait il y a quelques instants avec Benoît Leguet, on l'a vu, la finance doit se réorganiser, bien entendu. L'Europe, est-ce qu'elle a une carte à jouer, Anne-Catherine Traoré? On évoquait tout à l'heure cette idée de classification commune, ce que souhaite la Commission, une sorte de langage commun quelque part, qu'on appelle aussi, alors, taxonomie ou taxinomie. Voilà. Anne-Catherine. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, l'Europe, puisque ce qui est important à avoir en tête, c'est que dans les négociations climatiques, ce sont les membres de l'Union européenne sont représentés par l'Europe elle-même. En 2015, elle n'a pas été l'élément le plus déclenchant. Donc, elle s'est rattrapée, elle aussi, en commençant par la finance. C'est-à-dire que la DG Marché Financier a lancé en 2017 un groupe d'experts en leur demandant, dont j'ai eu le grand honneur de faire partie, en demandant dessine-nous la finance telle qu'elle devrait être de façon globale. On s'est tous regardés en disant le défi est de taille, mais on va essayer. Et on a publié un rapport qui est sorti en janvier 2018 qui dessine, alors on parlait de finance de demain, c'est de dessiner comment la finance doit être aujourd'hui pour être au service de ce modèle de transition dont les objectifs sont clairement définis, certes en France, mais de façon plus large en Europe. Et donc l'idée, c'est bien de remettre la finance, le grand fleuve finance, au service, on met un barrage d'une certaine façon, qui est l'idée de, effectivement, au service de quel objectif c'est. Et pour faire ça, l'idée du plan d'action qui a été lancé dès mars 2018, qui commence à se déployer, qui va vraiment prendre de l'ampleur dès l'année prochaine, c'est de se dire on va commencer par le début, c'est-à-dire d'avoir un dictionnaire commun. De quoi on parle, voilà. C'est quoi une éco-activité alignée sur les objectifs environnementaux. C'est-à-dire en quoi on peut définir que telle activité, il y en a 78 puisqu'il y a 6 grands domaines et pour l'instant les 2 premiers sont adressés, c'est-à-dire l'adaptation, ce que écrivait Benoît, l'adaptation et l'atténuation, c'est-à-dire à la fois réduire les émissions mais évidemment s'adapter au fait qu'elles ont déjà, on a déjà beaucoup changé de climat. Et donc on a une définition très précise, très technique, qui ne décrit pas le marché tel qu'il est, mais le marché la direction dans laquelle il doit aller. Donc là, la grande bataille de l'année prochaine, c'est qu'on a ce dictionnaire et les entreprises, les investisseurs vont pouvoir, avec ce dictionnaire, constater qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Et donc du coup, il va y avoir un grand mouvement de transition pour faire de la finance verte vraiment verte, à l'aune de ce référentiel technique. Un dernier mot, Joël Proin, puisque vous allez nous quitter dans quelques instants. C'est quoi le futur de l'engagement? Quel dialogue continu, transparent, allez mener donc avec tous ces acteurs? On constate que le dialogue se renforce, se professionnalise, se technicise. Moi, je suis très frappé de voir à quel point les entreprises se sont équipées
tu citais L'Oréal, mais on pourrait citer de nombreux grands groupes dont les équipes alors qu'on appelle ça RSE, qu'on appelle ça de façon très différente suivant les groupes, mais ça revient au même. Les gens qui s'occupent de ces sujets, très concrètement, souvent rattachés soit directement au CEO, soit au CFO, eh bien, ces gens-là, les équipes ont grossi, se sont professionnalisées, rentrent plus dans les sujets, etc. Et donc, pour les investisseurs institutionnels dont nous sommes, nous avons aussi un enjeu d'être encore capable de dialoguer à la hauteur, très bon niveau, à la hauteur, avec ces sociétés, ce qui explique que dans l'ensemble du monde financier, ces domaines-là, les équipes qui s'occupent de ces sujets ont plutôt tendance à augmenter, à monter en capacité, en professionnalisme. Intellectuellement, c'est glorifiant. Oui, c'est tout à fait stimulant. Vous en êtes fiers, clairement. Ouais, c'est génial. C'est tout à fait stimulant parce qu'on voit bien qu'il y a ces deux éléments. Et pour rebondir sur un point, on a accroché certains investisseurs institutionnels avec l'angle risque. Là maintenant, on commence à les accrocher avec l'angle rendement, parce qu'au cours de la crise dans laquelle nous sommes encore malheureusement, mais du cœur de la crise du printemps, eh bien, on a bien vu que la performance des fonds ou des sociétés qui étaient biaisées positivement vers les sujets d'investissement responsable au global et du climat, eh bien, avait une performance meilleure. Et donc ça commence à faire tilt vis-à-vis d'investisseurs institutionnels qui, justement, étaient encore peut-être pas forcément totalement convaincus. Et donc, nous pensons bien qu'ils vont aussi nous rejoindre et que cet engagement sera d'autant plus massif. Et cet engagement aussi, il faut qu'il soit collaboratif. C'est aussi le sens de cette Net Zero Asset Owner Alliance. On veut travailler avec les entreprises et les challenger, mais aussi se mettre ensemble autour de la table pour dire quelles sont les bonnes métriques et quelles sont les bonnes façons de procéder, comment un leader peut entraîner aussi tout son secteur, etc. Et parler le même langage également. C'est très bien. Merci beaucoup, Joël Proin, directeur du pôle gestion des portefeuilles à la Caisse des dépôts. Vous allez nous quitter dans quelques secondes. Un autre invité va nous rejoindre. Alors, on continue avec vos questions, bien entendu. Hashtag Finance Verte, ça monte très très fort sur Twitter, me dit-on, c'est formidable. Allez-y. Quels outils, quels leviers? Vous êtes au cœur de cette matinale spéciale totalement digitale, dans un contexte sanitaire évidemment et qu'on connaît. On prend toutes les précautions dans ce magnifique studio des Échos qui est ventilé. Voilà, très bien. Voilà, vous nous suivez, vous avez toutes les raisons d'être rassurés. Alors je le disais, donc, on en parlait tout à l'heure avec Benoît Leguez, cette finance verte, c'est évidemment l'affaire de tous. On a vu le rôle de l'investisseur. Alors maintenant, quid des sociétés de gestion qui gèrent les fonds pour le compte d'investisseurs pour favoriser donc les financements durables sur les marchés de capitaux? Que doivent montrer les sociétés de gestion pour attirer? Réponse dans un instant.